Apprendre en simulation, oui, mais dans quelles conditions? Alors, pour répondre à cette question, on a trois experts qu'on a sélectionnés difficilement pour apporter des témoignages et puis aussi une argumentation que j'espère interactive avec la salle sur les différents modes de préparation et de réalisation des activités de simulation. Alors, on ne va pas parler, par exemple, des patients simulés spécialement ou bien des simulateurs procéduraux. On va plutôt parler des environnements dans lesquels on place les stagiaires, on dira les stagiaires, les participants, les étudiants, dans les activités de simulation. Alors, comme on n'est pas nombreux, je vous redis, après une courte présentation qui vont vous permettre de bien situer les personnes qui sont autour de cette petite table, eh bien, voilà, je vous encouragerai à participer et puis à poser des questions. Alors, les trois personnes qui sont là, c'est d'abord Christine Amirati, donc, qui est directrice du centre de simulation en santé d'Amiens, qui s'appelle le Simu Santé. Alors, elle va développer la partie centre de simulation, donc structure organisée en dur. Donc, en l'occurrence, c'est une structure universitaire pour délivrer les activités de simulation. Alors, la simulation peut aussi se faire en in situ, sur les lieux d'exercice. Et là, on a demandé à Violaine Lapara, qui est médecin pédiatre, et donc qui travaille dans une structure associative de formation continue, qui s'appelle le CHEM, le Collège des hautes études en médecine, de développer la partie simulation in situ. Et puis, Guillaume Brun, qui est pharmacien, qui est en charge des relations avec les professionnels de santé chez Sim4Health, et donc il va nous développer les modalités en réalité virtuelle. Alors, évidemment, ceux qui ont assisté au congrès depuis le début, vous avez vu qu'on a déjà abordé ces différents sujets. Il y aura certainement des redites, mais la bonne nouvelle, c'est que là, on a le temps de les développer et puis d'aller un peu plus en détail sur ces différents modes d'organisation des activités de simulation. Alors, j'ai posé des questions aux experts qui sont là, qui ont préparé depuis longtemps d'ailleurs. Je sais que j'ai eu des retours réguliers sur les présentations. Les différentes modalités. J'aurais posé 5 questions, de présenter leur structure, les satisfactions qu'ils ont dans l'organisation des modalités de simulation, les défis, les points de vigilance, et puis de se projeter un peu sur leur activité respective dans 5 ans et pourquoi pas dans 10 ans, pour essayer d'aller dans un monde un peu idéal où alors ce serait encore mieux que ce qu'ils font, puisque déjà, ce que je sais, c'est que les 3 experts qui sont là sont déjà très bien impliqués et très heureux de développer l'activité telle qu'ils le font. Donc, ils vont passer les uns après les autres pour pas que vous restiez inactifs. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un papier et un crayon. En fait, je vous demande, est-ce que vous pouvez prendre un papier et un crayon? Voilà, je vais attendre un tout petit peu. Voilà. Et comme vous n'êtes pas nombreux, je vois qu'il y a des gens qui ne prennent pas un papier et un crayon. On a les noms. On se connaît tous, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, oui, évidemment, il y a des gens qui sont dans le numérique qui vont utiliser... Oui, voilà, bravo. Ouais. Et j'aimerais... Alors, ce qui peut guider les questions pour tout à l'heure de la table ronde, je reprends certains connaissent la boussole des valeurs qui avait été proposée par Charles Bollen de l'OMS pour étudier les dispositifs de formation, les dispositifs en santé. Et cette boussole avait 4 grandes valeurs qui étaient la pertinence, l'efficience, la qualité et l'équité. Alors, je vais vous les détailler, je vais vous donner un mot-clé. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'au fur et à mesure de ces présentations, vous preniez des notes et vous alimentiez un petit peu ces dispositifs, cette organisation. Alors d'abord, en termes d'équité. Alors l'équité telle que je vous la propose, c'est la capacité de rendre disponible le dispositif au plus grand nombre. Voilà, donc là, elle s'en va. On a perdu un expert. Voilà, l'équité. Alors en face de l'équité, on a la qualité. La qualité, c'est, on va dire, les recommandations qu'on pourrait lire sur des bonnes pratiques. Alors en l'occurrence, on pourrait dire des bonnes pratiques pédagogiques. C'est-à-dire, est-ce qu'au regard des courants modernes de la pédagogie, où on s'intéresse au processus, on s'intéresse aux représentations antérieures, à l'interactivité, etc.,
Est-ce que le dispositif présente des critères de qualité? Le troisième critère qu'on va évoquer ensemble, c'est la pertinence. Est-ce que ce que propose ce dispositif répond à des priorisations actuelles en termes de pédagogie, au regard de besoins de professionnels, d'institutions? On peut être très large sur les besoins. Et puis le quatrième critère, c'est le critère de l'efficience. Alors l'efficience, c'est au regard des dépenses, des investissements, est-ce que notre dispositif est optimisé ou peut être encore optimisé? Alors les dépenses, c'est, on va dire, des dépenses en ressources humaines, en matériel, etc. Donc déjà, en regardant vous allez voir les présentations qui sont illustrées par des photos, par un peu de texte, par des vidéos. Posez-vous ces questions et puis je vous propose de les poser aux experts juste après. Donc j'imagine que, comme tout le monde est d'accord, on va commencer. Et donc, Christine, si tu veux bien venir présenter la première partie qui concerne les centres de simulation. Merci Morgane. Bonjour à tous. Donc ce que m'a demandé depuis très longtemps Morgane, c'est de contextualiser et donc non pas de présenter les centres de simulation, mais d'être totalement mégalo et de présenter notre centre de simulation amiénois pour contextualiser le propos, même si il est vraisemblablement pas forcément représentatif de l'ensemble des centres de simulation. Donc on est d'accord sur l'idée de la contextualisation et du centre Simu Santé, qui est un centre qui, en fait, pour l'instant, est hospitalier, c'est-à-dire qu'il y a une convention avec l'université, mais que c'est une unité fonctionnelle du centre hospitalier universitaire d'Amiens. Donc ce centre fait 4000 m² et il a été réalisé parce que nous avons été lauréat en 2011 d'un appel à projet qui concernait les initiatives d'excellence en formation innovante, donc un appel à projet ANR avec un jury européen, et le projet qu'on a présenté a donc reçu le 3e prix en termes de financement. C'est ça qui a permis de réaliser ce projet, qui est un projet qui n'est plus un projet, mais une action, avec un budget total qui est de l'ordre de 26,5 millions d'euros, 8,5 millions qui nous ont été donc octroyés par l'Agence nationale de la recherche pour 5 ans. Le Conseil régional de Picardie soutenait le projet essentiellement sur le bâtiment, puisque ce projet concernait l'ensemble des instituts de formation qui nous étaient rattachés, en l'occurrence le CHU en a 13 d'instituts de formation, donc soutenait ce projet. On a refait un appel à projet, répondu à un autre appel à projet pour avoir 1,5 million du FEDER, donc, qui dépend également du Conseil régional. Le CHU, quant à lui, a mis dans la balance l'équivalence d'à peu près 6 millions d'euros, tout simplement parce que le CHU déménageait. Et donc on a ces 6,5 millions d'euros, c'est essentiellement ce qui concerne la paye des professionnels de santé enseignants, mais également tout ce qu'on a pu chiner, et vous allez voir qu'on a chiné, comme on dit dans le Nord, c'est-à-dire fait la raiderie, la braderie de l'hôpital qui déménageait. Et puis enfin, l'université, les 3,9 millions correspondent au salaire des universitaires. Alors ce centre, il a 4 pôles. Un pôle qui s'appelle le Simu City, et donc qui comprend une pharmacie et un logis. Donc on le reverra sur le schéma virtuel que je vais vous proposer. Et là, sur le plan pédagogique, ça partait d'une constatation, c'est que les professionnels de santé sont formés à l'hôpital, alors qu'une grande part d'entre eux vont exercer en libéral, et qu'en conséquence, il était pour nous fondamental qu'il puisse y avoir un entraînement contextualisé dans le futur milieu professionnel, quel que soit le professionnel, sage-femme, je vois Anne, mais sage-femme, infirmier, médecin, diététicien, enfin, etc. Donc, on a reconstitué complètement une maison à 2 étages dans ce Simulogis, et on a mis en face la pharmacie, ce qui nous permet d'avoir un quartier finalement, puisque le pharmacien dans les villes et les villages, eh bien c'est celui qui est au contact du patient, et là encore c'était pour nous la contextualisation du milieu libéral. On a évidemment Simu-Hospi qui est la contextualisation cette fois-ci du milieu hospitalier, avec l'ensemble de ses composantes, et vous le verrez. Et puis 2 autres composantes. Hélisimu, nous avons donc une cellule héliportée sanitaire qui nous a été donnée par Airbus pour tout ce qui est transport sanitaire adulte et pédiatrique. Et puis Simu Mobile, alors je ne vais pas insister puisque c'est Violaine qui va parler de la simulation in situ, mais le simple fait que nous ayons un Simu Mobile signifie d'emblée que nous avons souhaité décentraliser le savoir et les actions, mais je laisserai Violaine développer cette notion de simulation in situ.
Cet espace pédagogique, on l'a voulu partager par non seulement les professionnels de santé en devenir ou déjà formés, mais également on l'a voulu ouvert aux patients, aux aidants et aux citoyens. Il est composé, on va le voir rapidement, de 51 salles de simulation, dont 43 ont une capture vidéo. Comme vous le voyez, on a un certain nombre de salles de débriefing. On a souhaité pouvoir débriefer n'importe quelle salle de simulation dans n'importe quelle salle de débriefing et pas faire du point à point. On a un certain nombre de consoles radio pour voir les radios numériques. Et puis tout ce qui est serious game éventuel ou informatique. On a souhaité également s'appuyer sur une plateforme web et sur une plateforme de formation numérique. Et donc, on est en cours de développement avec l'université et avec l'éducation nationale, puisqu'on se veut transversal, un espace partagé innovant numérique. Alors, si on fait une visite virtuelle que je vais tenter de faire avec les lunettes, parce que tout le monde a vu que c'était tout petit, là, tous ceux qui ne sont pas ici le savent. Tu me dis si je fais une erreur. Hein. Ah, tu vois, ça commence mal. Erreur. C'est marrant. Qui ne m'aidera pas, hein, vous imaginez bien. Hop, je clique. Là, elle a l'air normale. Et attends, je vais glisser. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée. Voilà, hop, on va rentrer vite. Hein, c'est pas la peine qu'on y passe des heures. S'il veut bien. Hop. Alors, on a un certain nombre de salles de cours, on va passer là-dessus. Donc ça, c'est une salle multiposte qui est essentiellement utilisée par les kinés, les ergothérapeutes, les infirmières, les aides-soignants pour tout ce qui est levée de patients et soins au lit et en procédural. Salle de réunion qui sert aussi de salle de débriefing et de salle de formation pour les formations plutôt à niveau national ou européen. Ici, vous le voyez, tout ce qui est prélèvement sanguin, accès veineux en posture de travail. Ici, les salles qui nous servent pour les étudiants en médecine, pour entre autres tout ce qui est auscultation, sont des salles qui sont polyvalentes, ce qui fait qu'on peut enlever pour l'auscultation et transformer ça en salle pour les sutures, par exemple. Ici, c'est un centre de documentation qui est en fait un incubateur où l'ensemble des masters, des DU, des gens des startups viennent pour travailler leurs projets éventuellement communs. Ici, on est dans la salle d'imagerie, donc je vais accélérer un petit peu. Hop, si je peux. Et il veut pas, hein. Ah. Attends, je retourne. Il m'aidera pas, mais je vous le dis, il fait exprès. Pof, voilà, hop. Donc là, on est chez les patients, en l'occurrence, on est dans le fameux Simulogie, où on a une salle qui nous sert pour tout ce qui est hospitalisation à domicile et soins palliatifs, etc. Et de la même façon, la salle à manger qui va bien, avec la glace Santa entre les deux, la pharmacie dont je vous parlais. On passe sur ces salles-là, on les a déjà vues, on continue. Donc ici, une salle de radio qui nous permet de travailler tout ce qui est radiologie et qui donne des X. Hein, c'est une réelle salle de radio. Et ici, on va arriver au scanner, puisqu'on a chiné le scanner. Ce scanner n'est plus radiogène, mais on a l'ensemble des radios et scanners de l'hôpital anonymisés pour tout ce qui est situation simulée. Ici, les salles de déchocage, 3 salles de déchocage, avec les salles de débriefing qui sont modulaires. Ici, les salles à l'hôpital, on a voulu des chambres à 2 lits pour travailler la confidentialité. Salle de consultation, et on arrive au bloc opératoire. Aujourd'hui, tous les étudiants en santé, quels qu'ils soient, qui doivent aller au bloc opératoire, passent d'abord dans le bloc opératoire virtuel pour tout ce qui est hygiène des mains et habillage, avant d'aller donc au bloc opératoire qui est installé avec toutes les composantes du bloc opératoire. Alors, dans cet espace, on l'a donc voulu polyvalent, interprofessionnel, et je vous disais, avec une ouverture citoyenne. Et donc, toutes les simulations qui y sont traitées sont des simulations contextualisées. Ici, on a des formations pour les DESC de médecine d'urgence, voilà, donc qui viennent de l'ensemble des 4 régions et qui viennent chez nous pour ce faire. Ici, bloc opératoire avec des premières mondiales, je dois le dire, qui ont été réalisées par les neurochirurgiens en simulation. Ici, la posture en radiologie, on en parlait, avec de la même façon un mammographe pour travailler les postures. Ici, on a un DU, entre autres. Il n'y a pas que les étudiants en pharmacie, en médecine, mais aussi les pharmaciens qui viennent pour le maintien à domicile. Ici, on a le positionnement au bloc opératoire,
Là, on a un travail qui est fait avec les internes d'anesthésie, chirurgiens, etc. Ici, la capture pour le scanner, donc comme je vous le disais, avec l'anonymisation des données qui permettent de travailler dessus et les premières marques possibles pour tout ce qui est radiothérapie. Ici, l'assistance circulatoire, on a donc à la fois l'ECMO et la CEC au bloc. Là, des soins qui sont faits par des élèves infirmières. Soins à domicile, donc professionnels de santé. Ce qui est intéressant pour le domicile, c'est qu'on a à la fois des professionnels de santé extra- et intra-hospitaliers, donc un vrai partage avec un public mixte. Ici, les ergothérapeutes et les patients viennent également dans notre simulogie. Salle d'urgence vitale. Ici, on travaille en interprofessionnel, on ne le voit pas bien, mais c'est un sapeur-pompier qui est en train de montrer ce qui se passe pour qu'on travaille ensemble l'interdisciplinarité. Là, ce sont les étudiants en médecine qui sont en train d'apprendre à ausculter. Ici, on est dans une relation un peu conflictuelle avec une patiente et la famille. Ici, ce sont les travaux pratiques de sémiologie des étudiants en médecine avec les chefs de clinique. Et enfin, le NRBC qui est... il y a d'autres choses, mais enfin, entre autres, le NRBC, il n'y a pas l'accouchement, je ne l'ai pas mis dans cette mosaïque, et tu peux m'en vouloir, Anne. En ce qui concerne ce centre, on a 3 grands axes de recherche. Le premier axe de recherche, c'est tout ce qui concerne la modélisation pédagogique et la conception de modules pédagogiques et leurs évaluations, et en particulier les représentations sociales et l'importance de la multidisciplinarité. Le deuxième point de recherche, ce sont les impacts sur les pratiques en santé, que l'on travaille avec la santé publique et en particulier sur la sécurité et la qualité des soins, sur les réorientations et les réinsertions professionnelles de professionnels en santé et l'innovation en acte de soins, c'est-à-dire qu'on a des recherches sur le fait que les professionnels de santé qui vont muter d'un service à l'autre, eh bien, ont une obligation de passer en simulation pour pouvoir intégrer leur nouveau service et être plus à l'aise, puisque maintenant, les temps de tuilage sont courts, et donc ça permet d'arriver moins stressé, de même qu'on va là publier sur des réinsertions professionnelles, de professionnels de santé qui avaient un handicap et qui ont travaillé le handicap avec l'ergothérapeute sur leurs gestes professionnels. Enfin, on travaille sur les environnements professionnels et les lieux de vie. J'ai quasiment terminé. L'activité est en progression. Alors, qu'est-ce qui nous satisfait ? Ce qui nous satisfait, c'est que ça marche. Enfin, déjà, à la question de Morgane, est-ce que vous êtes heureux ? Oui, nous, on est très heureux. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. On a ouvert en janvier 2013 et pour la première année, bien, vous voyez le nombre de personnes qui sont venues se former et qui sont passées dans le centre. On a voulu un centre ouvert, ce qui explique les visiteurs. Et cette satisfaction, c'est qu'en fait, tous les étudiants en santé y passent et que pas que. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'entraînement qui fait que les étudiants en droit y vont aussi parce que dans le cadre de l'expertise, eh bien, ils viennent travailler la simulation. Les étudiants en psycho, d'autres étudiants viennent également. Et puis en formation continue, on a tous horizons, y compris d'ailleurs l'éducation nationale, puisque là, on va former l'ensemble des inspecteurs de l'éducation nationale au niveau national à la simulation pour qu'ils puissent le faire dans le cadre des bacs pro et que les enseignants au niveau des bacs pro puissent utiliser la simulation. Et puis enfin, l'ouverture au public, bien oui, on a souhaité que Simu Santé, ça soit l'hôpital ouvert vers les autres. Et donc, on a ouvert régulièrement l'hôpital virtuel simulé aux citoyens, que ce soit pour la fête des nounours, l'hôpital des nounours avec les étudiants en médecine, chaque fois qu'il y a la fête de la science. Et là, on travaille actuellement sur SimuTED, qui est Simu des troubles pour les troubles envahissants du développement, donc avec les autistes, et pour dédramatiser l'hôpital pour les autistes. Alors, l'évaluation objective, tu m'avais demandé de dire qu'est-ce qui va bien et puis quelles sont un peu nos craintes. Alors, on va faire un SWOT, un truc très classique, hein, mais on va le faire en toute objectivité. Alors, bon, nos forces, c'est que voilà, nos techniques pédagogiques sont éprouvées. On a vraiment souhaité qu'au sein de ce centre, j'insiste un peu là-dessus, la plupart de ceux qui l'encadrent ont tous un double cursus, qui est un cursus médical ou paramédical et en sciences de l'éducation. Et je crois que ça, c'est fondamental pour qu'on puisse avoir une ingénierie de formation qui soit en lien avec les courants modernes, les courants actuels de l'éducation médicale. Ça nous paraît important.
Source de satisfaction, c'est que les étudiants, c'est eux qui poussent, c'est eux qui demandent. Et le doyen me dit, maintenant, dis donc, on est obligé, en gros, on est obligé de venir chez vous, quoi. Parce qu'ils demandent de plus en plus à être présents, et pour eux, c'est même plus imaginable d'avoir un cursus sans simulation. On se rend compte que plus ça va, c'est un véritable phénomène d'entraînement, c'est-à-dire que, bien sûr, les étudiants en médecine, mais là, lundi, il y aura une conférence de presse sur une première mondiale, vous regarderez, tout le monde vient, y compris les hyper spécialistes qui au départ étaient un peu réticents et qui maintenant viennent. En chirurgie cardiaque, les chirurgiens cardiaques font une fois par mois un entraînement au bloc avec la CEC pour refaire les incidents qu'ils ont eus en chirurgie cardiaque et pour voir ce qui a été donc en RMM. Avec la transversalité des formations, j'en ai parlé. Et puis, c'est un lieu d'échange des jeunes chercheurs, et quand ils sont tous dans cet incubateur en train de s'aider les uns les autres, c'est un moment de grand plaisir. Alors, les opportunités, il se trouve que là, on va refaire un campus santé, et donc on va mettre au même endroit tous les instituts de formation, juste à côté du CIMU Santé, et pour nous, c'est vraiment un challenge extraordinaire, parce qu'on commence déjà à travailler cet esprit de collaboration. Ce qu'on peut dire, hormis tout ce qui est au niveau national de la politique de santé, c'est vrai que les premières mondiales de nos neurochirurgiens nous permettent d'avoir des liens avec les industriels qu'on n'aurait pas forcément imaginé tout de suite. Et donc, on a vraiment des forts liens ou avec l'hélico. Alors maintenant, les choses qui sont des points de vigilance. On est une petite équipe. Voilà. C'est-à-dire que les temps pleins pour toutes ces personnes-là, il n'y a pas de temps plein d'ailleurs. On est tous quasiment à mi-temps. Et on est au total 5 temps pleins dans cette équipe d'encadrement. Donc, on est une petite équipe et ça veut dire que si on recrute, il faut faire très attention parce que l'ANR nous a donné, entre guillemets, 8,5 millions d'euros, mais après, il faut que ça vive, quoi. Et il faut que derrière, on puisse rendre les choses pérennes et soutenables. Donc ça, pour nous, c'est un vrai point de vigilance. Et puis, l'idée aussi qu'on travaille à l'hôpital. Alors, de temps en temps, on a des idées absolument extraordinaires. On est super contents de nous. Et là, vous avez le bon de commande qui va mettre 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement frustrant et qui parfois fait qu'on n'est pas suffisamment réactif. On doit être particulièrement réfléchi sur nos investissements. Quand on achète j'en parlais hier d'ailleurs, mais quand on achète un simulateur, est-ce que c'est pertinent par rapport aux besoins de soins et d'apprentissage? Est-ce que c'est pertinent par rapport aux problèmes de santé publique? Est-ce que c'est pertinent par rapport au curriculum? Et finalement, et au bout du bout, est-ce que ça va être rentable? Et on met dedans, y compris la rentabilité de santé publique. Je veux dire, là-dessus, on n'a pas d'état d'âme, mais ça veut dire quand même une véritable étude sur le sujet. Et puis demain, y aura-t-il un effet mode? Est-ce qu'un jour on va nous dire la simulation, finalement, les politiques de santé n'en veulent plus? Puis là on se retrouve avec un centre qui servira, je sais pas à quoi, un hôpital peut-être. Les menaces, et j'en arrêterai là, et c'est l'avant-dernière diapo, c'est le fait que ça coûte, et que notre coût de fonctionnement est environ un peu plus d'1 million par an. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on soit proactif, il faut qu'on soit toujours entre guillemets dans le vent pour pouvoir proposer des formations et puis chercher ailleurs. Très clairement, la formation ne suffit pas. Si on nous dit qu'un centre de formation peut s'autosuffire avec de la formation continue, c'est faux. Je pense pas. Et donc derrière, ça veut dire des politiques de mécénat, des politiques de showroom, des politiques d'appel à projet, de réponse à appel à projet. Et puis entre nous, soit dit, il y a quand même une certaine compétition farouche où parfois ce qui est brillant peut donner envie. Et quand on dit, écoutez, nous, on va faire une simulation, c'est sur les soins palliatifs, il n'y a pas de machine, il y a juste et encore les patients simulés, il y a quelques patients simulés, et puis on va faire ça avec une chambre implantable, etc., qui ne coûte pas très cher. Peut-être que, et là je fais exprès de tacler mon petit camarade, parce que sinon c'est pas drôle, peut-être qu'un serious game plus fun serait peut-être mieux vu que de faire un patient simulé, je fais exprès, c'est entre nous, mais il va répondre justement, que de faire un patient simulé sans le serious game et sans informatique. Voilà, donc c'est toute la question du fun, c'est-à-dire des choses qui sont très mode et qui parfois méritent une évaluation sur le plan éducatif. Je fais exprès, c'était prévu. Donc voilà, compétition quand même entre les centres de simulation qui m'invite à dire qu'on doit, je pense, au niveau national, 1, être complémentaire, 2, avoir une véritable politique nationale pour savoir où on implante quoi, 3, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est que quand on a réfléchi sur un certain nombre de choses. Je pense que quand on fait partie d'un service public, je vais le dire, il faut le mettre gracieusement à disposition des autres pour qu'on puisse avancer. Et c'est comme ça que je vous propose d'aller sur le site et puis de cliquer sur
SimuCenter, parce que d'ici 2 mois, vous aurez toutes nos fiches actions, et comme ça permettra de gagner du temps. Voilà. Parfait, merci. Alors donc à travers l'exemple de Simu Santé, je vous propose une petite pause. Vous pouvez regarder les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, la pertinence, l'efficience, l'équité, la qualité, et le temps que Violaine nous rejoigne pour présenter un autre volet de la simulation de l'organisation. Je propose de mettre quelques notes pour qu'on puisse y revenir à la fin des 3 présentations. C'est bon, vous avez tout noté? Formidable. Alors, moi, je vais vous parler de la simulation in situ. Donc, j'ai envie de dire à mégalo et demi. Nous, notre terrain de jeu, c'est pas 4000 m², c'est 643 801 km², la surface de la France. Notre budget, c'est pas 26 millions, c'est le budget de la DPC. Hein, donc, bon, je plaisante. En tout cas, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, mais je pense que c'est des modalités de simulation qui sont très complémentaires. D'ailleurs, Christine l'a déjà dit en disant que c'était également utilisé dans la plupart des centres, enfin dans de plus en plus nombreux centres. Donc moi, je travaille effectivement dans un centre qui est un centre privé, associatif, qui existe depuis une trentaine d'années, qui est dédié à la formation continue. Donc on ne fait pas de formation initiale dans ce centre. Donc ça s'appelle le Collège des hautes études en médecine. C'était au début plutôt fait par et pour les médecins généralistes, et puis ça s'est étendu à tous les corps de praticiens en santé. Donc ça représente environ 17 000 inscrits par an. Et les formations in situ qui se sont développées avec le centre de simulation ces dernières années représentent environ une quarantaine de formations in situ par an actuellement, et ne demandent qu'à s'étendre. Donc le principe de la formation in situ, ça va être là de rendre accessible à la formation le lieu de travail réel, le lieu de travail où les gens sont, d'aller les rejoindre là où ils sont pour pouvoir se former en équipe. Et on va nous également se rendre en équipe là-bas, à la fois les enseignants et les techniciens, avec tout le matériel nécessaire dans un petit camion, qu'on va installer sur place, en général la veille, et puis ajuster au fur et à mesure de la formation. Donc matériel et personnel sont mobiles pour aller dans différents types de lieux. Donc les plus fréquents sont les centres hospitaliers, pardon. Ah oui, moi je monte ça d'abord et puis je mets la vidéo après. Donc les différents lieux, c'est... je préfère... bref, peu importe. Donc les différents lieux, là vous voyez sur un hôpital, il y a des hôpitaux qui sont des hôpitaux publics, il y a des hôpitaux qui sont des hôpitaux et des cliniques privées. Et on va également aller faire de la formation sur les pratiques au cabinet, qu'on va aller faire avec les médecins généralistes dans leur cabinet ou avec les médecins spécialistes. Donc effectivement, pour la vidéo... Hop. Donc ça, c'est une petite vidéo qui a été tournée dans un hôpital lors d'une formation justement in situ en réanimation médicale. Je vous laisse regarder, il y a du son pour le coup, donc il va se commenter tout seul. Qui est en aplasie, qui vient du service de médecine infectieuse. À tout. Combien de tension? La tension est incontrôlable. Laetitia, tu peux frapper un plateau d'activation, s'il te plaît? Mais là, on est vraiment mis en situation, donc du coup, ça permet de pallier à des situations d'urgence. C'est hyper formateur parce que on est confronté à des situations qu'on vit tous les jours. Un peu de just stress, appareil cardiaque, et finalement ça nous remet nous en cause sur nos pratiques, sur nos acquis. On voit très bien qu'il n'y a pas que le cours, il n'y a pas que la dose à savoir, c'est savoir comment la prescrire, pourquoi la prescrire. On fait des fois ça rassure parce qu'on fait les bonnes choses et ça permet d'aller plus loin, de faire plus vite les soins, de manière plus efficace. On a fait quand même une liste de choses à améliorer, notamment en termes de communication, mais aussi en termes de matériel, d'organisation des soins. Nous souvent on fait le relais entre médecins et aides-soignants. On est un peu au milieu de tout ça et là tout le monde est mis en cause au même niveau en fait. S'il y a quelque chose qui coince, tout le monde va être autant important les uns que les autres.
Moi j'attends très vite une information, je pense que je te demande sur la vidéo, c'est est-ce que tu arrives à le ventiler. Là on part sur 2 algorithmes complètement différents en fait. C'est important pour voir les soins, pour voir ce qu'on a fait, comment on l'a fait, combien de temps on a mis pour le faire. C'était très constructif de se voir en plein travail et justement de voir les défauts à corriger. Ça peut être très intéressant pour faire avancer le service et aussi former les professionnels de manière continue. Je pense que l'équipe en a été ravie. Tu peux venir en chambre 12, il y a les pressions qui montent, c'est peut-être extubé. Voilà, j'espère que ça vous donne envie de venir faire un peu d'in situ. Alors, les satisfactions dans ce genre de formation sont très nombreuses. Les retours sont bons. Les équipes sont satisfaites, comme elles le sont effectivement dans les centres. Mais donc là, on va parler de l'in situ. Souvent, ce qui nous expose en premier, c'est leur satisfaction d'avoir pu retravailler ensemble, d'avoir pu retravailler en plus en fonction de leurs besoins, qu'on va essayer d'appréhender en amont des formations, mais également le jour des formations, en ajustant souvent nos choix de scénario à ce qu'ils nous demandent, aux difficultés qu'ils voudraient retravailler ensemble. Alors évidemment, on n'est pas là pour régler des comptes, mais ça va être pour eux l'occasion de redénouer des situations qui sont restées problématiques. Le retour également qu'ils font systématiquement, que vous avez vu dans le petit film, c'est que ça redonne un rôle à chacun en mettant vraiment des mots sur ces rôles, en travaillant en multiprofessionnel. Et souvent, on arrive pour un projet qui est médical, travailler, par exemple, ce qui est plus mon domaine, la réanimation d'un bébé. Et puis finalement, on va se rendre compte que tout le sel de ces formations, ça va être vraiment la façon dont on fonctionne, l'ergonomie du lieu de travail. Et en faisant justement cet enseignement situé, on va en profiter pour mettre en évidence des dysfonctionnements qui n'ont pas forcément été mis à jour, sur la façon dont on a organisé nos protocoles, sur la façon dont on a rangé le matériel, et peut-être proposer une organisation différente pour la suite et une amélioration des pratiques après ça pour l'équipe. Les défis sont également nombreux. Le fer de lance, comme pour tout le monde, c'est l'équilibre budgétaire. C'est des formations qui sont chères. On va avoir des groupes qui sont petits pour une bonne efficacité des apprentissages. Donc souvent, c'est des formations où on a des groupes entre 8 et 10 personnes. Tu parlais ce matin pendant ton atelier de formation un petit peu plus vache à lait. C'est difficile de faire ça en in situ, d'aller faire des formations à 40 personnes. C'est évidemment pas réalisable de la même manière. Donc c'est un vrai enjeu de réussir à être à l'équilibre budgétaire, d'autant plus que quand on se déplace, il y a le coût du matériel, il y a le coût du déplacement, et classiquement, on est 2 experts et un technicien, ça représente du monde pour cette équipe de 8 à 10 personnes à former. Les défis aussi, c'est que souvent les gens sont très contents de ça. Quand on termine une première, une deuxième, une troisième formation dans un centre, quand on demande aux professionnels, ce qu'ils veulent, c'est s'entraîner. C'est qu'on mette en place des projets à long terme qui vont pérenniser un petit peu un fonctionnement d'entraînement au quotidien, de formation continue. Et la problématique auprès de l'administration est évidemment pas la même. Eux, il faut qu'ils trouvent les fonds pour que ce soit des programmes au long terme, avec peut-être 4 à 6 formations fixées dans l'année. Je dis des chiffres tout à fait aléatoires, mais en tout cas qui permettent de faire tourner l'équipe en entier de façon régulière. Donc, ça, on en voit parfaitement l'intérêt en termes de qualité des prises en charge, en termes de sécurité du patient, des soignants, mais évidemment, on sait que pour la lourdeur en temps et en coût, c'est un challenge à mettre en place. Il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Alors là, j'avais choisi une photo d'un travail, une formation de périnatalité, avec notamment des formations qui permettent la prise en charge à la fois de la maman et du bébé. Donc vous voyez, là, ils sont en train de faire une césarienne sur un mannequin. En termes de logistique, c'est une des formations les plus lourdes à mettre en place, ne serait-ce que du côté des formateurs, où classiquement on travaille avec un gynéco, un pédiatre et un anesthésiste. Du côté de la technique, il faut un technicien qui soit drôlement bien armé, parce que le matériel est complexe et qu'il va falloir à la fois prévoir une logistique audio et vidéo, à la fois sur l'enfant, sur la mère. Donc c'est une organisation qui est lourde, et ça, il faut qu'au fil du temps, on trouve des trucs pour simplifier un petit peu tout ça. On y travaille, bien sûr.
Alors les points de vigilance aussi, c'est qu'il va falloir que cette méthode reste acceptable par les participants. Il va falloir qu'ils y trouvent la prise en compte de leur contexte à eux, de leur contexte d'équipe, de leur contexte social, que nous, on les aide à reconnaître les interactions et qu'on leur impose pas finalement un mode de fonctionnement qui n'est pas le leur. Donc il va falloir qu'ils se sentent bien pour travailler là-dedans. Ça veut dire qu'il va falloir être fin dans la façon d'aborder les choses, si notamment l'administration ou les cadres organisateurs nous demandent à être spectateurs, peut-être pour regarder comment fonctionne leur équipe, pourquoi pas, mais avec l'accord de l'équipe, ça, il va falloir travailler là-dessus. On a déjà eu aussi des cas où, en amont, des gens qui nous commandent la formation nous disent on en profiterait bien pour évaluer telle ou telle personne qui nous pose problème. Ce n'est pas notre rôle, et il va falloir poser les choses pour qu'on reste parfaitement dans un rôle de formateur et pas du tout dans un rôle d'évaluateur sanctionnant ou de gens qui sont du côté de l'administration pour justement faire un petit peu ce jugement-là. Ce qu'il faut aussi beaucoup travailler, c'est quels experts nous sommes, comment sommes-nous perçus par les équipes qui nous reçoivent, est-ce qu'on est des intervenants qui sont valables ou pas, et ils ont besoin de connaître notre niveau d'expertise pour savoir quelle légitimité on a à être là. Donc ça, c'est aussi quelque chose à remettre en cause régulièrement, de la même façon dans les centres aussi, en se formant régulièrement, évidemment. Alors, quelle activité dans 5 ans, dans 10 ans? Ça, j'aimerais bien le savoir. Après ça, dans un monde idéal, savoir ce qu'on va en faire. Eh bien, justement, le but, c'est d'arriver à ce que cette activité de formation in situ soit intégrée dans les établissements. On a quand même l'impression, quand on en parle maintenant dans les recommandations ou dans les fonctionnements de plus en plus de centres, que c'est un peu l'avenir, quand même, l'in situ sur la formation continue. Pour ça, pour y arriver, toujours le même fer de lance, il va falloir peut-être une réajustation, c'est très très beau comme mot, je vous le propose de le retenir pour aujourd'hui, un réajustement des indemnisations pour que justement ces formations soient pérennes sur un plan financier. Il y a aussi un truc qui pourrait être chouette à développer, mais là il faut être vraiment au sein des centres et vraiment avoir un travail de fond, c'est les systèmes de simulation non annoncés. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pratiquent ça, où on va intégrer un patient simulé dans le service en exercice, avec la prise en charge de ce patient simulé et de sa problématique par l'équipe qui est là aujourd'hui pour prendre en charge les patients. Avec un travail évidemment derrière, très très ajusté pour ne pas mettre en danger les patients pris en charge le même jour pour les raisons médicales. Voilà, et puis peut-être dans 20 ans, on ira faire de la simulation chez les plus jeunes en crèche. Juste pour le plaisir, j'adore cette image. Rien à voir. Merci. Très bien, merci. Donc, à travers l'expérience d'Immersim, on a discuté simulation in situ. Je vous laisse encore quelques secondes pour revenir sur ces 4 critères, la pertinence, l'efficience, la qualité et puis l'équité. Et puis, pendant ce temps-là, je propose à Guillaume de venir présenter une autre modalité à distance de la simulation à travers l'expérience de Sim4Health. Bonjour à tous, effectivement, à mon tour de vous présenter une approche qui se veut complémentaire. Et je voulais vraiment vous remercier aussi de laisser une entreprise, du coup, parce que nous sommes une entreprise, être présente et discuter avec vous. Parce que, malgré tout, n'oublions pas qu'on poursuit le même objectif, un objectif éthique, c'est jamais la première fois sur le patient, c'est aussi notre objectif. Donc je disais une entreprise française, basée à Bordeaux. Et nous, on va faire effectivement de la réalité virtuelle, mais pas que ça. On va faire tout ce qui va s'appeler simulation numérique, donc ce versant numérique de la simulation. Je vais vous montrer déjà, pour commencer, une petite vidéo. Hop.
va être un peu différent, c'est qu'on va être un intermédiaire. Nous sommes effectivement un éditeur de solutions numériques pour la formation en santé, et nous collaborons avec des professionnels de santé, qui viennent d'organismes publics, d'organismes privés, pour réaliser les scénarios qu'ils vont nous demander d'exécuter. Les modalités, c'est ces différents types de solutions. Tout d'abord, sur ordinateur ou sur tablette, ce qu'on va appeler les consultations virtuelles, c'est-à-dire la possibilité d'interagir avec un patient, ici dans un environnement, c'est donc le visuel en haut à gauche, donc de consultation médicale, et donc toutes les étapes classiques d'une consultation qu'on va pouvoir reproduire et se former en prenant le temps, en recommençant si on le souhaite. Avec des modalités intéressantes, comme la possibilité de taper au clavier les questions de son choix, et le patient virtuel va vous répondre. Donc vous êtes complètement libre dans votre raisonnement clinique, dans votre recherche de diagnostic. On va suivre un patient sur une première consultation, deuxième consultation, jusqu'à 5 consultations, et on va le suivre du coup sur un parcours de soins. Tout ça, on en reparlera tout à l'heure, avec la possibilité pour un formateur de créer ce cas, seul, sans qu'on intervienne. Nous avons développé pour ça un outil auteur qui permet du coup à n'importe quel formateur, sans qu'il ait aucune compétence informatique, d'écrire son scénario. On lui propose pour ça un gabarit. Il va écrire son scénario, il va prendre le temps de l'écrire, après il va aller en ligne sur notre outil, remplir son scénario et générer ce type de rendu qui s'apparente clairement à celui d'un jeu vidéo. La deuxième modalité, celle en haut à droite, c'est ce qu'on va appeler les simulateurs 3D temps réel. Alors je préfère même parler de simulateurs d'environnement 3D, ça parle un peu mieux. L'idée étant qu'on est toujours sur son ordinateur, mais cette fois-ci on va pouvoir se déplacer dans un environnement, interagir avec cet environnement, cliquer sur des objets, discuter avec des patients, lancer des animations, enfin tout est paramétré selon les modalités du scénario qui nous a été demandé par le professionnel de santé. Alors effectivement, on en a parlé beaucoup, la réalité virtuelle, c'est la troisième modalité. Cette fois-ci, une notion la plus immersive. On met ce casque de réalité virtuelle, certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de tester, et sinon on est encore présent sur le stand demain et en fin de journée. On va peut-être ranger ce soir, ou peut-être plutôt demain. Donc mettre ce casque et on est du coup coupé de la réalité, on est très très vite immergé. On apprend les manettes, ça prend pas si longtemps que ça, vous le verrez. Et tout de suite, on va évoluer dans cet environnement, on va pouvoir se déplacer. Alors sur la démonstration qu'on vous présente aujourd'hui, on est dans un hôpital américain, et on va pouvoir découvrir cet environnement virtuel complètement librement et aller voir son patient qui souffre pour le coup d'un pneumothorax, mais ça vous ne le savez pas au début. À vous de prendre les différents objets, le stéthoscope, aller le prendre, vous déplacer vers le patient, le positionner sur le patient. Vous avez un casque, vous avez le retour sur le rythme cardiaque, le souffle pulmonaire. Vous allez chercher le thermomètre. Enfin, vous êtes complètement actif dans votre apprentissage, et vous allez même, sur cet apprentissage qui se veut procédural, aller jusqu'à même faire l'exsufflation pour ce pneumothorax. La dernière modalité, la réalité augmentée, on vous l'a expliqué hier, cette fois-ci une interaction à la fois, vous voyez votre monde réel, et on vient y greffer des éléments virtuels. Très honnêtement, on en fait un petit peu moins. Il y a des très belles choses qui sont faites autour de l'anatomie. On demande encore à être sollicité sur des réalisations en réalité augmentée. Mais il y a des belles choses qui se profilent, et surtout la technologie qui évolue rapidement promet des belles réalisations. Je vais tout de suite parler un petit peu de nos fiertés, parce que je suis un mauvais élève, je n'ai pas fait de slide là-dessus. J'ai essayé de respecter les 5 slides demandés. Nos satisfactions, c'est déjà, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est d'avoir formé plus de 30 000 professionnels de santé. On est très fiers de ça, et on est très fiers de ne pas travailler qu'avec des médecins, mais de travailler avec l'ensemble des professionnels de santé, du monde paramédical bien sûr aussi. Donc voilà, on est sollicité sur plein de thématiques, chaque jour est différent, et c'est ça qui est extrêmement excitant de travailler chez Sim4Health, c'est que tous les jours on est sollicité pour des projets vraiment différents. Également, c'est notre ouverture à l'international, notre sélection au CES de Las Vegas, qui est donc la grande messe de la technologie dans le monde. Donc c'était une belle performance, beaucoup nous disaient qu'on n'y arriverait pas, mais voilà, une petite entreprise française qui vient présenter au monde entier ses réalisations. Et du coup, encore mieux, notre sélection parmi les 4 innovations en e-santé par les organisateurs de ce même CES.
Donc à côté de beaux acteurs, il y avait Philips notamment, Fitbit et d'autres. Donc vraiment très fier de ça. Ça a amené de nouvelles collaborations, vous l'avez également pu le voir sur la vidéo, collaboration avec Stanford sur un cas clinique en réalité virtuelle pour de la chirurgie vasculaire. Donc encore une fois, je pense qu'on pourra vous le montrer demain. Voilà, ce développement international qui se poursuit avec de plus en plus de sollicitations, récemment le marché chinois. Toutes ces réalisations, on trouve ça vraiment dommage en fait qu'elles restent locales. C'est-à-dire qu'on puisse être sollicité par la fac d'Amiens, fac de Dijon ou autre, et que ça reste dans une fac. Et pour ça, on a développé cette plateforme qui s'appelle Medicactive, et l'idée étant de pouvoir mutualiser ce contenu en France, mais également à l'international. Et cette plateforme, elle va permettre donc de consulter des cas cliniques, et du coup notre objectif étant de créer une bibliothèque de cas cliniques extrêmement large sur l'ensemble des aires thérapeutiques, en médecine, mais dans les autres disciplines aussi, et donc on travaille beaucoup là-dessus. Et vous êtes apprenant, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, vous vous rendez sur la plateforme Medicactive, vous choisissez votre aire thérapeutique, votre niveau de difficulté, et vous accédez à un certain nombre de cas cliniques, vous allez faire un choix sur le cas que vous voulez, qui viennent donc de partout dans le monde. De la même façon, la possibilité sur cette même plateforme de créer des cas de consultation virtuelle, en totale autonomie, je viens de vous en parler, et ça c'est une modalité extrêmement intéressante parce que cet outil auteur, vous n'avez pas besoin de venir vers nous, vous pouvez directement y accéder en ligne et vous êtes complètement libre de créer et de prendre le temps de créer votre cas clinique virtuel. Et enfin, bien sûr, de diffusion. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ce cas, vous avez l'opportunité soit de l'utiliser dans votre faculté, mais de le rendre accessible dans le monde entier. Donc tout ça, c'est une plateforme qui est accessible en ligne, hein, ça marche sur ordinateur, ça marche très bien également sur tablette. Et donc on va héberger des cas cliniques aussi bien qui fonctionnent sur ordinateur ou tablette, mais on peut également télécharger des cas. Et si vous avez un casque chez vous ou un casque dans votre centre de simulation, vous pouvez très bien lancer le cas de votre choix. Alors nos défis. Ça va être de suivre les évolutions technologiques et les adapter à la formation en santé. Vous imaginez même pas comme tous les jours il y a de nouveaux articles, de nouvelles innovations technologiques, des nouveaux casques qui sortent. Actuellement, il y a une grosse révolution avec des casques autonomes, c'est-à-dire qui vont fonctionner sans ordinateur, sans ce câble qui peut être un peu contraignant, et surtout qui est accessible financièrement, beaucoup moins cher que les casques haut de gamme qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Un deuxième défi, et on en a beaucoup, et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette société, c'est d'offrir une technologie accessible aux facultés. C'est un de nos grands défis, aussi bien parce que parfois le matériel disponible dans les facultés, ce n'est pas des ordinateurs toujours très récents, donc il faut aussi qu'on joue avec ça. Et bien sûr l'aspect financier, mais je suis sûr qu'on en parlera tout à l'heure, de ces solutions qui sont en cours très chères et qu'il nous faut trouver des solutions pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ensuite, valider nos méthodes pédagogiques. On parlait tout à l'heure de charges cognitives. Ce sont ces modalités pédagogiques sur lesquelles on travaille, proposer des outils adaptés à l'ensemble des apprenants en fonction de leur niveau. On ne sait pas encore si nos cas cliniques, avec tout l'environnement virtuel qu'ils représentent, est-ce que c'est totalement adapté? Donc on travaille là-dessus et on est très transparent à ce niveau-là, on intègre cette dimension pédagogique. J'enchaîne sur valider l'intérêt de notre approche, bien sûr au niveau de l'apprentissage, on l'évoquait aussi. Alors certes, ça fait au moins aussi bien, on verra si d'autres études sortent pour étayer ce propos. Pour l'instant, on en est au moins là. Ce qui est sûr, c'est que la motivation des étudiants est bien présente, et c'est ce qui fait la force et du coup l'atout de ces solutions. Et également, j'ai envie d'aller plus loin sur les perspectives associées à ces outils numériques. C'est-à-dire que vous évoquiez d'ailleurs hier, Madame Amirati, la possibilité de l'intérêt que peut représenter une vidéo, un débriefing avec une vidéo incarnée. On a un casque. On voit sur écran ce que fait l'apprenant en temps réel. Rien ne nous empêche d'enregistrer ce qu'il fait, d'enregistrer ce qu'il voit et de le rejouer derrière pour un débriefing. Quelque chose de très très simple, il y a des outils très simples pour faire ça.
Perspective associée également, la possibilité de greffer des objets connectés, pourquoi pas un étudiant, de suivre son niveau de stress pendant la simulation en réalité virtuelle, d'utiliser ces données intégrées directement dans le logiciel pour faire un débriefing encore plus poussé. Les outils numériques vous permettent d'avoir des données extrêmement poussées en termes de statistiques. Sur notre plateforme, on sait par exemple quand est-ce qu'un étudiant s'est connecté, combien de fois il a fait de tentatives sur un cas, où est-ce qu'il a eu des difficultés. Et justement, ces difficultés, on peut s'en servir dans le cadre peut-être d'un blended learning. Il a fait le cas chez lui et il revient en cours pour débriefer. Et on va revenir vers lui, vers un apprentissage plus personnalisé sur ses points de difficulté. Donc c'est toutes ces perspectives aussi qui nous semblent très intéressantes à exploiter dans le cadre de ces dispositifs. Ensuite, offrir une technologie en phase avec les besoins pédagogiques. On travaille beaucoup sur la place de ces outils dans les parcours de formation. Est-ce que ça doit être avant un cours? Est-ce que ça doit être pendant un cours? Est-ce que ça doit être une approche collaborative? Donc voilà, on cherche encore les modalités vraiment les plus adaptées d'un point de vue pédagogique pour implanter nos solutions. Enfin, également être en phase avec les besoins d'évaluation. La docimologie. Et je vois de mes amis de Nice qui sont présents. Je sais que Pascal Stassini, c'est une donnée qui lui tient à cœur. Là, il appelle ça d'ailleurs la docimologie. La capacité d'évaluer un apprenant, sur ces modalités numériques, on doit encore travailler pour trouver comment évaluer correctement un cas clinique virtuel. Et enfin, un de nos derniers défis, c'est surtout démocratiser notre approche. On parle de technologie, d'un sujet complexe, on parle de différents outils. Notre volonté, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de santé et les formateurs pour qu'ils comprennent ce qu'on fait, qu'ils comprennent l'intérêt pédagogique que ça peut représenter, la complémentarité de ces outils. Et pour cela, nous avons mis en place un Tour de France. Un Tour de France que j'ai le plaisir d'organiser, qui s'appelle les rencontres de la simulation numérique en santé. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces journées qu'on organise classiquement et plutôt dans les facultés de médecine, mais bien sûr toute la communauté des formateurs en santé est les bienvenus. On organise des stands de démonstration, comme vous pouvez l'avoir aujourd'hui, où les gens peuvent tester la technologie, parce qu'un casque de réalité virtuelle, un cas en réalité virtuelle, c'est quelque chose de le voir en vidéo, mais je vous assure, c'est vraiment quelque chose d'autre que de le tester. Le caractère immersif est extrêmement poussé. Ensuite, on organise des conférences et surtout des tables rondes. L'objectif étant de réunir des professionnels de santé et des formateurs locaux pour discuter de ces nouvelles technologies, de leur place dans la formation et surtout des modalités pratiques, parce que vous en avez tous entendu parler de ces serious games, de ces cas cliniques virtuels, de cette réalité virtuelle, mais je suis persuadé que vous avez plein de questions pratiques, et notamment financières ou autres, déploiement, matériel, et on vient répondre à ces questions directement dans les facultés. Je continue sur nos défis, et je vous disais qu'on en avait beaucoup, mais encore plus que ce que je vais vous en citer, c'est accompagner au mieux les soignants aussi vers plus d'empathie. Et nous intégrons au sein de nos équipes Anne-Sophie Milsan qui fait une thèse justement sur, alors je vais même vous lire le titre parce que c'est complexe, mais optimisation du processus de conception d'agents virtuels émotionnellement proactifs dans l'induction d'empathie. L'idée c'est quoi? C'est simplement que ces avatars, graphiquement, on peut faire plein de choses, mais s'ils pouvaient ne pas ressembler à des robots, comme les mannequins ressemblent souvent à des robots apathiques, voilà. On peut arriver à travailler sur l'empathie de ces avatars, et on pense que la technologie doit aller vers plus ce savoir-être. Et nos points de vigilance maintenant, l'accessibilité de nos solutions, et pour ça, nous devons développer de nouveaux modèles. C'est cette plateforme Médicactive qui donc permet de mutualiser les réalisations et surtout de les valoriser. Alors je vais expliquer ce point, il me semble important. On réalise pour vous un cas, peu importe le type de cas. Vous avez la possibilité soit de le créer gratuitement avec l'outil auteur, soit de faire du sur-mesure à nos côtés, mais vous pouvez le mettre à disposition gratuitement sur la plateforme, si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, vous nationalisez, vous partagez votre cas selon les modalités que vous avez définies. Vous avez l'opportunité également de le rendre payant. C'est-à-dire que sur cette plateforme, il y a un store. En tout cas, il y aura bientôt un store. Nous sommes en train de le créer. Et vous pouvez définir un prix pour votre cas clinique, pour votre réalisation, en fonction de son niveau de complexité et l'intérêt qu'il peut représenter, de le valoriser en France et de le valoriser à l'international. Dès que le cas
est acheté, il génère donc des revenus, et vous touchez, selon le contrat qui est mis en place, en théorie, 70% des revenus générés par votre cas, les 30 autres pourcents venant pour le développement de la plateforme. Donc c'est tous ces nouveaux modèles qui vous permettent, certes, de faire cette réalisation qui coûte un peu cher au départ, mais cette initiative, vous allez pouvoir la rentabiliser au fur et à mesure. Alors, vous allez me dire, effectivement, il faut que le cas soit pertinent, et intéresse le plus grand nombre, mais bon, je pense qu'il y a suffisamment de cas pour trouver une bonne idée. Enfin, nos points de vigilance, ça va être de répondre aux attentes des professionnels de santé. Pourquoi ? Parce que nos outils ont encore des limites technologiques. Et pour cela, nous devons vraiment les faire évoluer pour renforcer, que ce soit l'immersion, le niveau d'interaction, parce que malgré tout, quand on a des manettes dans les mains, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas toucher, on ne peut pas sentir, on n'a pas de retour haptique, à part des vibrations. Et donc tout cela, on doit l'améliorer. Et également, donc, offrir la formation de demain. C'est ça vraiment notre objectif. Et donc ça passe, alors c'est un petit peu coupé malheureusement, ça passe par des modalités de retour d'effort haptique, ça passe par l'intégration de l'intelligence artificielle, la possibilité d'offrir des formations en réalité virtuelle à plusieurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul sur un même cas clinique, mais plusieurs, augmenter les sensations, vous voyez, il y a des gants, il y a des choses comme ça qui arrivent, une meilleure gestion des tissus mous pour tout ce qui va être chirurgie, avoir un rendu graphique avec une cohérence physique, également un échange vocal, c'est-à-dire la possibilité de discuter librement avec un agent virtuel, lui raconter ce que vous voulez, il vous répond, et par exemple la gestion des émotions sur lesquelles on travaille. Et demain, donc pour finir, la réalité virtuelle et augmentée, l'objectif d'une meilleure collaboration, pourquoi pas demain des centres de simulation équipés de réalité virtuelle, une pièce, imaginons un petit peu une pièce dans un centre de simulation, un ordinateur dans lequel il y a une bibliothèque de cas cliniques, par exemple Medicactive, à tout au hasard, avec plein de cas en réalité virtuelle. L'étudiant vient quand il veut, il lance le cas de son choix et il est plongé dans un monde virtuel. Première modalité qui pourrait être appliquée d'ailleurs dès demain. Mais allons plus loin. Imaginons que vous avez prévu avec votre collègue de Stanford, de Pékin ou d'autres, de vous connecter sur le même cas clinique au même moment. Et dans ce cas-là, on est sur un apprentissage, un compagnonnage international, un partage de bonnes pratiques d'un centre de simulation à un autre. Vous êtes sur le même cas clinique, chacun a son casque de l'autre côté du monde, et vous travaillez ensemble pour développer vos compétences. Tout ça renforcé par d'autres outils, la possibilité avec la réalité augmentée pour un formateur de voir exactement ce que l'étudiant voit en virtuel, etc. etc. Les modalités sont assez larges et je pense que le champ des possibles va arriver et est vaste, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer à la partie interactive. Donc les questions de la salle, les échanges. Moi j'ai une première question à poser, c'est en lien directement avec la présentation de ce matin, tu as parlé un petit peu tout de suite sur la charge cognitive. J'allais le prendre justement. Ouais. Par contre je ne sais pas si... Oui, il marche. Sur la charge cognitive qui est liée à l'outil, puisque là on est dans des environnements qui sont reconstruits, quelles que soient les modalités, et j'aimerais bien, avant de vous laisser la parole sur d'autres sujets, que vous exprimiez assez rapidement, puisque là en gros il nous reste 25 minutes, sur qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer de diminuer la charge cognitive liée à votre outil. C'est-à-dire en gros de faire rentrer assez rapidement les étudiants dans les modalités de simulation pour qu'ils apprennent. Qui veut répondre en premier ? Comme vous voulez. Moi, Violaine va répondre pour le in situ, mais enfin, je pense qu'on va dire à peu près les mêmes choses, sinon c'est peut-être plus facile au niveau de la charge cognitive. Sur la charge cognitive, je pense que tout tient dans, premièrement, la reconstitution de lieux qui sont vraiment complètement contextualisés. Donc on ne doit pas imaginer le lieu, mais ils sont vraiment totalement en lien avec un milieu professionnel. Voilà. La deuxième chose, ça veut dire que quand on vient dans ces lieux, on est en tenue de travail, et qu'on est réellement dans sa posture de professionnel, soit en devenir, soit en santé. La troisième chose, c'est le briefing.
Je veux dire que pour qu'on puisse rentrer vraiment dans la simulation, il y a le briefing général sur la confiance, enfin je ne vais pas vous le redévelopper, vous connaissez ça par cœur et mieux que moi, mais on doit vraiment avoir un briefing qui est très précis, très concret, pour qu'on soit dans l'action d'emblée, plutôt qu'à s'imaginer un tas de choses. Voilà, ne pas faire appel à l'imaginaire, pour diminuer la charge cognitive. Ben oui, pareil. Pour la charge cognitive, oui, c'est plus facile en in situ parce qu'on enlève tout l'inconnu du centre, de la façon dont sont rangés les produits, la salle inconnue, enfin bref. Donc ça enlève beaucoup de surprises. Ça permet, c'est un des avantages de l'in situ, je pense, d'être en équipe, de ne pas être avec des gens qu'on ne connaît pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, hein, je dis mais que ça simplifie là les choses. Et effectivement, un briefing vraiment appliqué pour que ce ne soit pas, finalement, est-ce que j'ai le droit de casser l'ampoule, est-ce que je prends mon matériel, voilà. Je peux dire justement là-dessus, je crois que quand on fait des choses en centre, il faut justement essayer de pousser les services à venir en équipe. Enfin, je crois que c'est vraiment important qu'il y ait 2 ou 3 personnes, ou voire tout un service, mais en tout cas faire en sorte qu'ils ne viennent pas tout seuls, mais en équipe pour qu'ils puissent travailler, je suis d'accord. Encore un aussi micro. Nous, ça va être un petit peu différent. Effectivement, on a moins de retours sur cette charge cognitive. Malgré tout, on a plusieurs informations. Le premier, c'est qu'on est sur des environnements extrêmement immersifs. Donc c'est la même chose, on connaît son environnement. Et malgré tout, l'intérêt de l'outil, c'est justement de pouvoir recréer des environnements extrêmement complexes sur lesquels on va pouvoir développer des compétences qu'on n'aurait pas forcément pu exploiter, alors qui auraient été très difficiles à mettre en place dans un centre de simulation. Mais l'avantage aussi du digital, c'est qu'on va pouvoir faire un accompagnement extrêmement précis de l'étudiant. On va pouvoir lui mettre un tutoriel, lui apprendre à utiliser chacune des modalités du logiciel l'une après l'autre. On va pouvoir même le guider à la voix, avoir un casque, même à distance, avoir un formateur à l'autre bout, c'est pas du tout une difficulté. Donc on va pouvoir l'accompagner dans ce dispositif. Ça veut dire concrètement comment on fait, combien de temps il faut pour s'habituer à un casque d'immersion? Il faut aller tester. Il faut aller tester. Non, mais dans l'expérience. Ça prend rien du tout. Ça prend 5 minutes. Nous, on commence toujours par l'apprentissage des commandes. Vous avez un tutoriel au départ. On vous dit, voilà, si vous cliquez sur le bouton de la manette, ça va vous permettre de faire de la préhension d'objets, par exemple. Vous avez une gâchette derrière également. Je veux dire, c'est très simple. Il y a un bouton avec le pouce, il y a un bouton derrière. Ça nous permet de nous téléporter, en fait, de se déplacer dans l'environnement. On clique avec le pouce. Il y a une sorte de zone qui apparaît, c'est la zone dans laquelle on va se téléporter, on la déplace avec la manette, et quand on relâche, on se téléporte dans la zone définie. Donc c'est extrêmement simple. Et vous avez vu des différences, par exemple, entre les générations? Non. Justement, ces rencontres de la simulation en santé, on a aussi bien des formateurs qui peuvent être un peu plus âgés que leurs étudiants, c'est normal. Et ces étudiants qui non, au final, ils ont tous la même... Enfin, c'est pas très compliqué. Enfin, surtout qu'on est à côté. Après, on est à côté pour leur expliquer, mais j'ai envie de dire, non, ils n'ont pas de difficultés particulières. Alors, à vous, quelles questions vous pourriez poser ou quelles remarques vous pourriez vous être fait en écoutant les présentations et qui pourraient alimenter un petit peu l'exploration de ces modalités-là? Alors, j'ai pas de micro, il va falloir parler très fort. Ah si, il y en a un là. Il arrive. Il arrive. Le voilà. Non, plus bas, plus bas, plus bas. Le voilà. Alors, c'est parti. Mais il n'est pas en marche. Parle fort et puis le micro sera pour le prochain. L'équipe de Nancy, alors moi j'ai surtout une interrogation concernant la réalité virtuelle. Après, notre expérience est très limitée dans ce domaine. J'ai un gros reproche dans ce que je connais, c'est ce manque de possibilité de modifier les scénarios. Alors j'ai bien compris que la collaboration internationale, c'est bien, mais finalement, les protocoles sont pas forcément les mêmes, et finalement, c'est un gros frein à l'outil, c'est-à-dire qu'il est jamais vraiment adapté à notre réalité de terrain. Est-ce qu'on a progressé dans la possibilité pour l'utilisateur de vraiment
à moins de refaire tout le scénario, mais juste modifier les choses qui pourraient nous intéresser. Alors effectivement, on est sur un scénario qui est donc défini au préalable, qui est donc réalisé. Et voilà, souvent on s'y tient. Malgré tout, il faut imaginer qu'on fait un mini-jeu vidéo en fait. On fait un mini-jeu vidéo pour un nombre restreint de personnes. Malgré tout, ça évolue effectivement, dans le sens où on va pouvoir avoir des scénarios de plus en plus alternatifs. C'est-à-dire vos choix, on va être moins dans un scénario linéaire, vos choix vont pouvoir orienter une nouvelle animation, une nouvelle action à entreprendre. Le patient va pouvoir se dégrader, va pouvoir au contraire aller un peu mieux. Et donc, on est sur des scénarios qui vont pouvoir être évolutifs. Malgré tout, oui, les scénarios, ils sont programmés pour faire des choses et ils ne vont pas aller plus loin que pourquoi ils sont définis. Malgré tout, l'intérêt, et c'est aussi l'intérêt de la plateforme Médicactive, c'est de pouvoir avoir une multiplicité de scénarios et donc du coup de pouvoir tester d'autres choses. Alors concrètement, moi j'ai un scénario, je veux changer, je sais pas moi, un protocole quelconque, une dose de médicaments. Est-ce que moi, enseignant, je peux le faire ou est-ce qu'il faut passer par la plateforme? Combien de temps ça prend et combien ça coûte? Tout ça, en fait, vous expliquez comment on travaille. On part toujours d'un objectif pédagogique, c'est la priorité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut enseigner? À partir de là, on définit l'objet technologique. L'idée étant absolument pas de faire de la technologie pour de la technologie, il faut que ça soit pertinent. Et donc, même si notre client vient pour faire de la réalité virtuelle le plus souvent, il arrive fréquemment qu'on le réoriente vers d'autres types de solutions, en particulier des solutions sur ordinateur qui sont plus adaptées parce qu'on va faire plus de choses. À partir de là, on va définir un cahier des charges ensemble. Et dans ce cas-là, on va définir, effectivement, est-ce qu'on peut faire varier la dose de médicaments? C'est des choses qui sont prévues à l'avance, quoi. On prévoit tout à l'avance. Et les scénarios alternatifs sont définis à l'avance également. D'accord, donc ça veut dire que c'est prévu à l'avance, et puis que ça rentre dans un devis, en fait, de se dire, soit on garde le même scénario, soit on a des possibilités de le faire évoluer en fonction d'un développement qui sera chiffré. Tout à fait, c'est un cahier des charges, et du coup, il y a des développeurs qui vont modéliser l'ensemble des objets un par un, et leur temps est forcément facturé. Ok. D'autres questions? Oui, merci. Bonjour, Thomas Fassier de Genève. Une question sur la simulation humaine qu'on a devinée sur la première présentation dans la place qui est faite aux patients et qu'on a deviné aussi dans l'évocation de la simulation incognito avec des patients non annoncés simulés. Qu'on pourrait imaginer dans la troisième présentation sur l'interface à distance, où au lieu d'avoir à taper, ce qui est quand même pas très fidèle par rapport à une consultation réelle, avoir à parler, avoir de l'autre côté de la caméra un patient simulé. Comment voyez-vous le développement de la simulation humaine en France par rapport à d'autres pays? Je pense à Genève où je viens d'arriver, ou à Maastricht, en Néderlande. Est-ce que la difficulté de la développer en France est liée au fait que la simulation est arrivée tardivement via la technologie et pas par la pédagogie et l'éducation? Ou est-ce que c'est lié à des statuts de ces acteurs? Ou est-ce que c'est lié à des... Voilà, comment vous voyez la situation actuelle et les perspectives, s'il vous plaît? La situation actuelle, moi j'ai l'impression que les limites, elles sont... Alors techniques, probablement qu'on a du retard effectivement sur pas mal de pays. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup un problème plus de personnes. C'est que on va avoir des très beaux centres, plein de places, plein de mannequins, plein de belles choses. Et les gens pour l'utiliser, c'est beaucoup plus compliqué que ce soit une population pérenne. Une population qui se forme régulièrement, une population qui a un statut. Et on va avoir des personnes qui vont s'y intéresser, qui vont être... moi, je vois mon exemple, je suis un praticien hospitalier. On n'a pas de statut d'enseignant. Je pense qu'il y a un problème de statut en France qui ne nous facilite pas les choses et qui va aussi compliquer le problème de la rémunération de ces gens-là. Et pour être en situation pérenne, la bonne volonté, ça marche un temps, mais ça ne marche pas toute la vie. Donc j'ai l'impression que c'est plus une question de personnel que d'une question de technologie. Je pense que la technologie, elle arrive là. Oui, et puis vous parliez de patients simulés, je pense que c'était aussi votre souci. Effectivement, un certain nombre d'entre nous le faisaient déjà, enfin, c'était pas forcément connu. On va dire que, comme vous l'avez dit un peu brutalement, mais réellement, la technologie a fait que la pédagogie médicale s'est intéressée à la technologie et donc à la pédagogie. C'est vrai qu'on est un peu en retard. J'ai quand même l'impression que dans un certain nombre d'enseignements, ça prend. Toute la question, et on en parlait ensemble hier, c'est de savoir qui sont nos patients simulés.
Et donc, est-ce que le patient simulé, c'est un autre étudiant? Est-ce que le patient simulé, c'est un formateur? Est-ce que le patient simulé, c'est un acteur? Est-ce que c'est un acteur qui est donc rétribué comme tel? Et là, je rejoins l'opération financière. Quel patient simulé, pour quelle simulation et pour quelles compétences? Et ça, c'est un réel... on pourrait faire une controverse là-dessus, quoi. Et faire avancer les choses sur des recommandations par rapport à ça, parce que c'est pas si évident. Et que dans de très beaux centres, en ce qui nous concerne, on utilise très peu les acteurs qu'on peut rétribuer, et on ne les utilise que pour l'annonce de nouvelles difficiles, etc. Alors que pour une conversation, un interrogatoire et autres, on va utiliser des étudiants ou des formateurs ou des étudiants en art. Voilà. Une autre question? Juste compléter un petit peu juste la réponse de monsieur tout à l'heure. Je vous ai répondu surtout sur du sur-mesure. Ce que j'ai présenté aussi tout à l'heure, c'est un outil auteur. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même créer votre cas. Et du coup, vous le créez, vous le modifiez également. Voilà. Oui, bonsoir, Pierre-François Secaldi, Illumins Paris Diderot. Comment voyez-vous l'obsolescence des différents outils dont vous avez à votre disposition? Par exemple, pour le cas de Sim4Health, je le vois pour ce qu'ont fait nos collègues de Descartes pour Staying Alive ou Born to Be Alive, leur jeu sérieux. On a quand même l'impression qu'il y a une certaine obsolescence maintenant. Les étudiants sont même des fois limite un peu réticents à les utiliser. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Et Christine aussi. Première question, c'est l'obsolescence aussi de la technologie. Pour ça, nos conseils, c'est pas forcément d'acheter du matériel. Et dans notre rôle de facilitateur, parce que c'est ça en fait on est un intermédiaire pour vous amener cette technologie, on va pouvoir vous apporter des solutions notamment de location. Et on travaille avec des sociétés qui vont pouvoir vous apporter du matériel. Et à partir de là, le matériel est obsolescent, il est remplacé, il y a un problème sur la maintenance vous est apportée. Vous avez un problème de formation, la formation, on vient vous la donner. Sur l'obsolescence des cas, malgré tout, c'est comme les jeux vidéo, effectivement, on est... avec la technologie, alors certains, après le côté rétro revient et on y revient, mais pour l'instant, oui, on a encore des difficultés là-dessus. Alors peut-être pour prolonger la question, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui est, en termes d'exigence, c'est-à-dire que la simulation a été à un haut niveau de satisfaction par les utilisateurs, donc on est à la base, on n'est pas surpris à chaque fois qu'une activité de simulation est lancée dans un centre, en général on est à 5 sur 5 sur la satisfaction, mais ça ne suffit pas. Et moi j'aimerais savoir dans les méthodes respectives, ce qui était vrai avant, c'est-à-dire la surprise de la simulation, le côté ludique, commence à s'émousser, et dans vos domaines respectifs, quelles exigences supplémentaires apparaissent chez vos utilisateurs, c'est-à-dire les stagiaires, les étudiants, les participants? Des choses qui marchaient avant et qui maintenant marchent beaucoup moins, et vous posez la question de les changer. Je crois que déjà, la question de l'obsolescence est posée, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas imaginer aujourd'hui faire une simulation avec du matériel qui n'est pas, entre guillemets, up-to-date, c'est-à-dire faire comme si et faire semblant. Ça, c'est même pas imaginable, y compris d'ailleurs avec les étudiants. Je peux raconter très brièvement ce qu'on a vécu. On a un Harvey qui permet l'auscultation cardiaque. Quand un étudiant pose le stéthoscope, les autres l'entendent parce qu'ils ont le stéthoscope dans les oreilles. Quand on a fait la première simulation, on croyait qu'ils allaient être 12, ils étaient 100. Bon, d'accord, donc on a fait des groupes de 20. Et les groupes de 20, on n'avait pas suffisamment de stéthoscopes. On s'est dit, bon, tant pis, on va mettre des enceintes et ils vont écouter les bruits cardiaques de l'étudiant qui était en train d'ausculter. Mais on a eu une broca, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, attendez, on vient, nous on veut avoir le bruit dans les oreilles, on veut l'avoir dans le stéthoscope. Enfin, en gros, ne prenez pas pour des... voilà. Et on a acheté plus de stéthoscopes. Donc très clairement, l'obsolescence, c'est clair, c'est-à-dire qu'on doit offrir le matériel et l'environnement qui est up-to-date. La deuxième chose, c'est que la satisfaction immédiate ne suffit pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que je retiens derrière? Qu'est-ce que je fais dans mon service? Est-ce que c'est applicable dans ma vie? Est-ce que j'ai l'impression que demain je suis en mesure de? Ce sentiment d'efficacité personnelle que nous on aime bien utiliser comme mesure de satisfaction immédiate, elle doit pouvoir, et on en est convaincu et on le fait à distance,
il faut qu'on voit à distance, et si ce sentiment d'efficacité personnelle perdure ou pas, et ça c'est fondamental. L'exigence, c'est une exigence de reproduction possible, in situ, chez moi, et on ne m'a pas raconté des cracks dans cette ambiance de simulation où c'était super, où tous les gens étaient gentils, et on était dans un monde des bisounours. Enfin, moi, voilà ce que... Ouais, moi, je suis d'accord que pour le matériel, il faut qu'on ait des choses qui évoluent avec tout ce qui existe et qui évoluent avec tout ce qui existe à l'hôpital, évidemment. Mais j'ai l'impression quand même que ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est l'excellence de la méthode et de l'expertise. Voilà. C'est que pendant longtemps, faire de la simulation, il y avait un petit côté... je découvre un truc et puis j'ai fait one shot, j'ai fait un truc. Et maintenant, ce qui ressort, c'est pas tellement qu'ils nous demandent des trucs hautement techniques, c'est vraiment qu'ils nous demandent des entraînements, des méthodes continues et vraiment que ça rentre. Je dirais que d'éviter l'obsolescence, c'est que ça rentre dans le quotidien, quoi. Pour réévoquer la question de ces cas cliniques virtuels qui peuvent être vieillissants, n'oublions pas qu'on vient de loin. C'est-à-dire le jeu vidéo a évolué. Très clairement, c'était des pixels, on voyait tout ça, et on est passé de sauts de puces à des sauts de géants, et ça a augmenté d'année en année. Je pense qu'on va arriver à une phase plateau. C'est-à-dire que la technologie le niveau de rendu graphique sera suffisamment performant, et on y approche. Hein. Vous pouvez voir aussi ce qu'on fait. Je pense que le niveau de réalisme est assez impressionnant, souvent. Et donc, du coup, cette phase plateau on va y arriver avec ces travaux de recherche sur les émotions, voilà, pouvoir donner des émotions aux avatars, et on va arriver à des solutions très proches du réel, et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Sur la question de l'intérêt et d'être up-to-date sur ce qu'on va proposer, on n'a pas vraiment cette problématique, étant donné que c'est très nouveau, hein, malgré tout. On parlait de 2016 pour la réalité virtuelle, on est en 2017, il n'y a pas encore les étudiants, même s'ils changent très vite d'outils, pour l'instant ils découvrent, et c'est ce qu'on fait découvrir dans le cadre des rencontres, ils découvrent ces nouvelles technologies, et la technologie évolue suffisamment rapidement pour qu'on implémente ces dispositifs et qu'il n'y ait du coup pas de perte au niveau technologique. Est-ce que vous avez l'expérience, vous avez vu un changement, pour ceux qui font la simulation depuis longtemps, sur les exigences des participants, peut-être? Oui. Soit ils étaient très contents et finalement ils se rendent compte que la plupart du temps ça se passe bien. Moi ce que je constate souvent c'est que ils sont des fois plus exigeants que nous dans leurs attentes par rapport au scénario qu'on peut leur proposer. Des fois on est le côté très bienveillant, et en fait des fois ils sont demandeurs d'aller plus loin en fait dans les scénarios. Et je trouve, ça c'est encore un autre débat, mais le côté bienveillant, sécurité affective, et finalement les gens ils sont demandeurs de se faire mal des fois. Et ça c'est ce que j'ai constaté avec un peu l'expérience, quoi. Ce qui est un peu différent de la situation, mais en tout cas c'est un constat. Alors c'est une évolution qu'on attendait, hein, notamment en Amérique du Nord. On savait que avec la concurrence qu'il y avait dans les établissements, les étudiants peuvent choisir des centres où il y a de la simulation. Et maintenant que tout le monde est équipé, les étudiants se renseignent pour savoir qui organise et qui débriefe. C'est un petit peu ce que vous décrivez en termes d'expertise. Et parfois, l'exigence va porter sur, maintenant, ce que vous êtes en train de dire, va porter aussi sur la transférabilité. Et eux-mêmes veulent bien acheter cette méthode, s'investir. Mais alors, il va falloir que ça ait un impact sur leur pratique. Donc, je crois qu'effectivement, on doit s'attendre à avoir une exigence dans la méthode et dans la transférabilité des personnes qui viennent en séance de simulation. Est-ce que vous avez d'autres... Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez noté des choses que vous voulez faire partager à la table ronde sur la pertinence, l'efficience, l'équité ou la qualité? Je vous laisse la parole. Bonjour, Joël Similaire de Strasbourg. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, ce n'est pas sur la qualité et la pertinence que ma question porte, c'est plus sur l'évaluation.
Sur les simulations in situ, vous parliez du fait que vous ne cherchez pas à faire d'évaluation, ou vous ne voulez pas qu'il y ait d'évaluation du personnel, du moins pas à leur insu. Ça me paraît très important, effectivement. La question que je me pose, c'est pour qu'il y ait évaluation, alors il peut y avoir une évaluation entre guillemets gratuite, la personne s'évalue et se dit voilà, je me suis amélioré. Il y a aussi l'évaluation normative, je suis évalué et j'ai mon examen, j'ai pas mon examen. Dans ce cadre, je me demande quelle modalité est la plus adaptée. Est-ce que c'est la simulation avec un humain bienveillant ou plus ou moins bienveillant, ou est-ce que les outils numériques qui sont plus reproductibles, entre guillemets, plus limités évidemment, mais plus reproductibles, seraient pas pertinents au même titre que ce qu'on fait dans les ECN, enfin sur CIDES et compagnie? Alors ouais, je mets juste un bémol. Quand je disais pas d'évaluation, ce qu'on refuse de faire, c'est des évaluations à la demande de l'organisme qui nous demande une formation. Ceux qui nous disent on en profitera pour jeter un œil sur un tel qui nous pose problème. Ça, c'est pas notre rôle de leur dire si, en gros, j'ai même eu une fois, on m'a demandé, c'est pour savoir si on la garde. C'est pas mon rôle. Mais par contre, ce que ça soulève là, c'est un vrai travail autour de la formation, avec peut-être un encadrement de la formation par un e-learning, justement, qui permet à la fois de préparer la formation pour passer le moins de temps possible sur toutes les parties plus théoriques et avoir vraiment du temps d'entraînement le plus large possible dans la formation, et qui permet aussi de valider derrière pour être sûr qu'on est d'accord, qu'on parle de la même chose et qu'on a un bon retour des connaissances issues de cette formation. Oui. Oui, j'allais juste te dire qu'on peut discuter le e-learning avant et qu'on peut discuter qu'il y a donc un certain nombre de travaux sur faut-il du e-learning avant ou faut-il du e-learning après. C'est tout le débat entre démonstration et découverte, donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà, c'est en tout cas un débat sur l'évaluation. Pour qu'une évaluation soit certificative, si on doit l'être, ça veut dire qu'on est très au clair sur nos modalités de simulation. Je veux dire qu'on ne peut pas imaginer évaluer de façon certificative, et je pense qu'on y arrivera. Je veux dire que tôt ou tard, là on commence, nous, en ce qui nous concerne, le DES de médecine d'urgence, il est évident que tôt ou tard, on évaluera des étudiants en médecine d'urgence sur de la simulation bien conduite. C'est obligé. Mais ils viendront pour ça. Mais ils viendront s'ils ont confiance. Le confiance, je voudrais revenir sur la bienveillance. On peut être bienveillant tout en étant très clair sur quelque chose qui n'est pas bon. Enfin, je veux dire que ce qui est mauvais est mauvais. Il y a façon de le dire, mais c'est mauvais. Et donc, juste pour dire qu'on ne pourra faire de la certification, de même d'ailleurs qu'on ne pourra faire de la certification assurantielle, j'en parlais hier, qu'à partir du moment où on sera très bon, très au clair sur nos modes de simulation et avec un encadrement compétent et des choses qui sont totalement reproductibles. Je suis très très prudente sur ce qui peut être fait, alors là, excusez-moi, sur ce qui peut être fait sur le plan numérique. Je pense que numériquement, on peut peut-être évaluer du cognitif, mais alors du comportemental, je pense que non. Alors, un dernier mot pour Guillaume, et puis après... Et effectivement, enfin, nous, notre rôle, c'est absolument pas de définir les modalités pédagogiques. On laisse les formateurs décider de ce qu'ils veulent implémenter. Par contre, on peut l'implémenter. Faire un QCM dans une formation en réalité virtuelle, c'est possible. On a au bout de la manette un pointeur, on coche la réponse qu'on veut, et du coup, on peut répondre à ce QCM et l'évaluer à la fin. Faire un débriefing avec un scoring, si on veut l'instaurer, on peut le mettre en place. À chaque fois qu'on va cliquer sur le bon objet, ça va, enfin, tout est possible. Ce que je trouve intéressant avec le numérique, c'est que demain, on va aussi pouvoir évaluer le savoir-être. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir discuter oralement avec un agent virtuel, vous allez pouvoir, même si c'est limité, taper au clavier des questions, enfin ce que vous voulez pour discuter avec votre agent virtuel, et tous ces mots choisis, cette façon d'énoncer les choses, ça pourra être évalué. Il y a des logiciels qui tendent à faire ça bientôt. On pourra évaluer le choix des mots, la façon de séquencer ces phrases, etc. Bien, écoutez... dernière intervention, puis après on va clôturer pour juste pour compléter pour Guillaume. Donc Jérôme Leleu de Simforel, c'est peut-être pour répondre aussi à votre question pour l'obsolescence. Bon, déjà, de manière globale, il y a quand même une notion de complémentarité par rapport au numérique sur les autres, et ça, je pense, c'est un élément qui a été dit, mais qu'il faut conforter par rapport à des acteurs numériques. Vous parlez de l'obsolescence
on a parlé de la partie matérielle, mais il y a aussi également en termes de contenu, et qu'aujourd'hui, on a développé pas mal de collaborations aussi pour utiliser par exemple des actions comme l'intelligence artificielle sur la requête, notamment sur de nouvelles recommandations médicales qui peuvent arriver et qui permet notamment aux créateurs de cas de pouvoir avoir l'information sur une nouvelle recommandation. Donc, je pense que l'obsolescence médicale est un élément important. Et puis vous l'avez dit, je crois que ça c'est essentiel pour les acteurs du numérique, que ce soit donc les enseignants, les utilisateurs et les industriels, d'être vraiment cette démarche d'évaluation, parce que je trouve que c'était passionnant au niveau du débat, et qu'on se doit d'avoir cette approche éthique, de savoir comment ces dispositifs, Guillaume disait, la réalité virtuelle, c'est 1 an et demi. Donc on a besoin d'avoir ce retour. Et je pense que l'ensemble des acteurs doivent être intégrés dans cette démarche d'évaluation pour qu'on ait des éléments factuels, scientifiques, qui nous permettent de voir la pertinence ou non de la réalité virtuelle notamment. Merci. Alors, on avait contextualisé, grâce à nos 3 intervenants, Simu Santé, Immersim, Sim4Health, on a essayé de décontextualiser justement en essayant d'émettre des principes généraux qui peuvent être utiles. Si vous avez des questions et des problématiques particulières, n'hésitez pas à venir recontextualiser avec eux. Ils sont là demain, soit dans les ateliers, soit en les croisant à la pause, pour des questions plus précises sur des projets que vous êtes en train de mener. Je vous remercie d'être restés. Bonne soirée à tout le monde, et puis donc à demain pour la suite du congrès. Pour ceux qui seront intéressés, on a aussi demain un petit atelier et qui nous permet justement de tester l'outil auteur et de vous l'approprier.